Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je poursuis cette série que je vous propose autour des flammes jumelles puisque je suis absolument à la fois épatée et honorée que il y ait ben, autant de vues sur ces vidéos puisque eh bien, ça semble être les vidéos que vous préférez jusqu'à maintenant. Alors, moi, quand je les ai faites, honnêtement, je me suis dit, oh là, ils vont me prendre pour une perchée, ils vont se dire, non mais c'est, qu'est-ce que c'est que ce thème, euh, voilà, qui est un peu quand même particulier, qui est spécial. Et au final, non, eh bien, je vois que vous adhérez bien, donc je me demande si ça parle pas vraiment au plus grand nombre. Et puis, ça paraît assez logique et normal puisque visiblement nous sommes très nombreux en ce moment, dans ces années particulières, à être venus expérimenter un processus de flamme jumelle. Et étant donné que c'est vrai que c'est quand même eh bien, un processus qui n'est pas simple à expérimenter, eh bien, je pense que tout un chacun a besoin un peu de soutien. Alors évidemment, je vais essayer de vous apporter des compléments d'information que je ne vous aurais pas donnés dans les vidéos précédentes, sinon ça n'a pas grand intérêt. Qu'est-ce que je pourrais du coup vous ajouter sur les flammes jumelles? Eh bien, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant dans les dernières recherches que j'ai pu faire sur le sujet. C'est que ce que j'y ai appris, c'est que souvent il y a le chaser d'un côté, le runner de l'autre, hein, comme on disait. Donc, le chaser, il a plutôt une nature à en vouloir. Hein, c'est quelqu'un qui est dans l'action, souvent. C'est quelqu'un qui a un mental assez fort. C'est quelqu'un qui y va, qui envoie, qui avance à grande vitesse. C'est quelqu'un qui est plutôt intérieur. C'est quelqu'un qui travaille spirituellement sur lui depuis de nombreuses années. Et puis en face, on a le runner qu'on pourrait prendre pour un sous-évolué au niveau spirituel, mais que nenni, absolument pas puisqu'en fait, le runner, il n'a pas beaucoup de travail spirituel à effectuer, il a déjà tout à l'intérieur. Le seul problème qu'il rencontre, c'est qu'il n'est pas éveillé. C'est-à-dire un genre de belle au bois dormant, en fait, hein, si vous voulez, pour donner une jolie image du runner. Eh bien, et puis pour parler avec la voix des contes, puisque c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, en fait, le chaser, son rôle, ça va être de réveiller sa belle au bois dormant, hein, qui est le runner. Et puis le runner, son rôle, ça va être de révéler le chaser, c'est-à-dire vraiment eh bien, de lui permettre de euh, vivre une vie dans le monde. C'est-à-dire parce que le chaser, il a un peu une tendance à s'enfermer dans sa bulle, à faire son petit toin-toin eh bien, intérieur, avec ses petits bouquins de philosophie, avec ses prières, ses méditations, sa vie en fait vraiment en intériorité en fait. Hein. Donc des fois il oublie un peu de vivre avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est associable et qu'il est ermite. Hein. Attention, le chaser il peut avoir une vie sociale quand même assez on va dire, développé, mais pas comme il devrait avoir une vie développée en fait. C'est-à-dire que du coup le runner vient lui apprendre ça et le chaser vient apprendre au runner à s'intérioriser, à se connecter à ses profondeurs pour pouvoir sentir un peu plus émotionnellement ce qu'il vit dans ses profondeurs, pour pouvoir s'exprimer davantage sur ce qu'il vit, puisque souvent le chaser est très à l'aise dans l'expression de lui-même et puis le runner pas du tout en fait. Hein. Il est assez même, eh bien, il peut avoir même un peu d'inhibition, ce runner. Hein. Il peut avoir un peu d'inhibition, là où quelque part le chaser est un peu extraverti. Des fois peut-être un peu trop d'ailleurs, mais du coup c'est vrai que ça fait un contraste terrible avec le, enfin terrible ou pas, mais ça fait un contraste certain avec le runner. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'il y en a un qui vit chacun a des peurs, en fait, si vous voulez. Et donc, le chaser a peur du passé et le runner a peur de l'avenir. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas sur les mêmes plans. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on leur demande à ces deux-là? Eh bien, c'est de se rejoindre au centre, c'est-à-dire dans le moment présent, c'est-à-dire d'apprendre à vivre au présent, l'un à côté de l'autre, l'un avec sa nature profonde, l'un et l'autre avec leur nature profonde, et puis aussi dans leur relation, c'est-à-dire de vivre au présent.
Le runner, lui, il est tout le temps en train d'anticiper l'avenir, en fait. Et en fait, il est flippé par ce qui peut arriver dans l'avenir. Donc, il va se border à fond les ballons parce qu'il a toujours peur de manquer. Il a toujours peur d'être dans un processus où il ne serait pas prêt, vous voyez, il ne serait pas prêt. Donc il faut qu'il soit prêt, c'est un peu un acharné de l'organisation de l'avenir, quoi, si vous voulez. Hein. Là où le chaser est un peu plus tranquille avec tout ça, où il se dit, bon, bah l'avenir, il a confiance. Le chaser, il a plus confiance en l'avenir que le runner. Le runner, c'est un flippé de l'avenir, vraiment, vraiment. C'est-à-dire il passe son temps à planifier l'avenir, en fait, à s'organiser pour manquer de rien. Et fatalement, bah, il manque de tout. Comme ça, en fait, il apprend au moins, hein, parce qu'il se retrouve dans des situations où il s'aperçoit qu'en fait, il ne peut pas essayer de maîtriser son avenir. Ça ne se maîtrise pas l'avenir. Hein. De même que le passé ne se maîtrise pas non plus. Et le chaser, lui, qu'est-ce qu'il vit? Il vit dans le passé, en fait. Lui, il a peur du passé, c'est-à-dire qu'il a toujours peur d'être submergé par son passé. Il a toujours peur que le passé ressurgisse. Alors, non pas parce qu'il a enterré sa grand-mère dans le jardin et qu'il se dit oh merde, si un jour quelqu'un vient à se rendre compte que j'ai enterré celle-là sous le puits, on n'est pas dans la merde. Non, c'est pas du tout cet ordre-là. Si vous voulez, pour parler de mon expérience propre, encore une fois, parce qu'il n'y a rien de mieux que de donner des exemples de sa vie à soi, parce que c'est comme ça qu'on comprend quelque part. Hein. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant pratiquement 10 ans dans une entreprise, dans laquelle d'ailleurs Marine travaille aussi, a travaillé également. Et ce sont des entreprises euh, où en fait, si vous voulez, donc c'est une chaîne hôtelière en fait. Hein. Et donc, alors je sais pas combien on a d'hôtels à l'heure actuelle, mais je sais qu'à un moment donné, quand je travaillais dans cette boîte, j'avais compté le nombre d'hôtels qu'on avait, on en avait 33. Je crois qu'on en a soit un peu plus, soit un peu moins à l'heure actuelle. Et donc, moi, eh bien, à la fois j'ai adoré cette expérience dans ces hôtels en fait parce que vous avez une vie où c'est un peu familial finalement, c'est-à-dire c'est une espèce de grande famille. Moi qui suis très collective, moi qui suis très famille, que ce soit famille d'âme, que ce soit famille de sang, que ce soit famille en général. Moi j'aime bien cette espèce de notion de on est une famille et pour moi il n'y a pas besoin de la notion de sang pour se sentir être en famille avec des êtres. Et donc je travaillais dans ces hôtels-là avec la notion de collectif très fort pour moi. Mais le collectif, tout comme la famille d'ailleurs, ça peut avoir ses côtés pénibles, ça peut avoir des inconvénients, c'est-à-dire que ben, vous vivez comme ça, finalement, l'un sur l'autre, vous voyez, vous vivez comme ça en promiscuité. Hein, bien souvent, vous partagez votre chambre avec quelqu'un, donc cet autre que vous n'avez pas toujours choisi, bien souvent vous n'avez pas choisi du tout même, eh bien est au courant de votre intimité. C'est pas si simple que ça. Il y a des êtres qui sont en difficulté avec l'intimité, avec le fait comme ça de partager leur chambre avec un être qu'ils ne connaîtraient pas. Et en fonction des blessures qu'ils ont, de trahison, etc., eh bien, ça peut se comprendre. Moi, j'ai jamais eu de difficulté. J'ai vécu avec des gens, je sais pas avec combien de personnes j'ai été en colocation dans ma courte vie, mais je pense qu'il y a plus de 20 personnes qui ont partagé comme ça une vie de promiscuité avec moi en intimité dans une chambre. Et puis après, bah, il y a tous les gens que j'ai côtoyés comme ça sur ces hôtels en fait. Et le problème, c'est que bah, tous ces gens-là, ils sont aussi au courant de votre vie affective, ils sont au courant de votre santé, ils sont au courant de choses, si vous voulez, quelquefois dont ils ne devraient pas être au courant. Parce que le fait de vivre en vase clos, en fait, fait que tout le monde sait, tout le monde a accès à votre vie. Hein. C'est comme si vous viviez dans un magazine Closer ou comme si vous viviez dans les trucs, la ferme célébrité ou je sais pas, toutes ces conneries là d'émissions, enfin toutes ces conneries, il y a peut-être des gens qui y trouvent de l'intérêt, après tout, faut peut-être pas juger, mais enfin, vous voyez toutes ces émissions de télé-réalité où les gens vivent les uns sur les autres et puis tout le monde va baver sur tout le monde, ah puis t'as vu lui, quelque part c'est pour se rassurer, les gens quand ils font ça c'est pour dire ah bah moi je suis pas malade, ou ah bah moi je me suis pas fait larguer salement par truc, ou ah bah moi, et en fait ils vont colporter comme ça, et moi j'en ai énormément souffert. Quand j'ai fait ma dépression à 25 ans, j'ai énormément souffert en fait de tous ces bavardages, de tous ces trucs. Et j'ai sans arrêt peur en fait que tout ça ressurgisse, que tout ça revienne. Par exemple, là, du fait d'avoir été malade, je voulais absolument pas que les gens parlent de ça. Vous ne pouvez pas les empêcher. Puis en plus de ça, c'est pas toujours mauvais. Les gens, des fois, juste ils s'inquiètent pour vous. Mais rien que le fait que moi je maîtrise pas cette maladie et que tout le monde aille baver,
Tout le monde allait dire, ah bah oui, tu sais pas, elle a été malade, ah bah oui, tu sais pas, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis en plus de ça, les gens, bah, ils brodent. Comme ils savent pas grand-chose, bah, ils brodent. Alors ils vont aller vous trouver un cancer là où vous l'avez pas développé, ailleurs encore, voyez. Puis ils vont aller vous porter des trucs, bah oui, parce qu'en fait il s'est passé ça, alors du coup ça a déclenché ça. Les gens ils déforment. Et moi en fait ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait très peur, c'est la déformation comme ça, ce truc où vous maîtrisez pas ce que les autres vont raconter. Après tout, en fait, vous ne pouvez pas maîtriser. Et en fait, ça dépend de chacun. Ça. Chacun fait bien ce qu'il veut. Si les gens ont envie d'aller raconter des trucs, quelque part, ils ne font jamais que parler d'eux-mêmes. S'ils ont besoin d'aller raconter votre vie, c'est peut-être que la leur est pas assez remplie pour pas avoir besoin d'aller se la remplir en racontant des trucs comme ça à droite à gauche qu'ils ont glanés et qui ne les concernent absolument pas finalement. Moi, je suis toujours dans cette peur-là. J'ai sans arrêt peur que ça me rattrape, ce qui fait que ces derniers temps, j'ai rejeté cette boîte, cette entreprise pour laquelle je travaille plus ou moins encore. Je l'ai vachement rejetée parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur, si vous voulez, eh bien, de tous ces racontards. En fait, ça appartient à mon passé. Et je me suis dit, ils vont faire des liens avec la dépression, avec ci, avec ça. Alors là, vous devenez parano parce que les gens, ils n'ont pas que ça à foutre non plus que de faire des liens avec les trucs. Vous voyez, ça, c'est moi avec mon intellectualité. Moi, peut-être, je ferais des liens et des trucs, mais eux, je suis pas sûre qu'ils en fassent. En tout cas, tout ça pour dire, il y en a un qui vit dans le passé et l'autre qui vit enfin, dans la peur du passé, la peur que son passé le rattrape. Et il y en a, c'est hyper mental, hein, bien sûr, et l'autre qui a peur de l'avenir. Et c'est hyper mental de la même façon. Hein. Mais en tout cas, ce que je voudrais que vous sachiez sur les... Donc là, vous allez peut-être vous reconnaître déjà. Ce que je voudrais que vous sachiez sur les flammes jumelles, c'est que ce sont des âmes collectives. En règle générale, ce sont des âmes qui se développent vachement bien dans le collectif. De toute façon, elles sont en mission et elles sont au service du collectif. Donc ce sont des âmes qui aiment le contact avec les autres. Ce sont des âmes qui vivent en collectivité d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'elles vont créer des lieux collectifs, soit parce qu'elles vont vivre comme ça, vous voyez, d'une façon collective. Bon, alors on pourrait penser à des maisons partagées, à ci, à ça, à des espèces de collectivités, un peu comme on fait à l'heure actuelle, on fait des expériences comme ça pour vivre un peu en autonomie finalement. Et puis, eh ben, il y a aussi ces expériences-là, de vivre comme ça dans des villages vacances, dans des hôtels clubs, en fait, où si vous voulez, ben, vous vivez comme ça en vase clos avec d'autres personnes. Et ça aussi, c'est une expérience du collectif. Hein. Ou même la vie monastique est une vie collective, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas, qui sont des vies de collectivité aussi. Hein. Quand vous allez en pension, quelque part, vous êtes dans une vie en collectivité. Et vous rencontrez les mêmes problématiques que tout un chacun rencontre dans une vie collective. C'est-à-dire que votre petite intimité, vous pouvez vous asseoir dessus. Tout le monde est au courant de vos moindres faits et gestes. Et même s'ils ne sont pas au courant, même si vous dites rien, même si vous êtes la personne la plus discrète du monde, on va aller vous inventer une vie. C'est humain. Voilà. Donc voilà, pour vraiment eh bien, vous donner plus d'informations autour de tout ça. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de collectivité, en fait, hein, de sens de la collectivité et de don à la collectivité. Voilà. Eh bien, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas eh bien, à liker ou je ne sais pas, ou à demander à ce que je parle plus en profondeur de certains thèmes concernant les flammes jumelles et puis je m'efforcerai de faire ce que je peux faire pour eh bien, vous donner d'autres informations. Mais en tout cas, cette notion d'espace et de temps me semblait importante et je me disais finalement, peut-être qu'entre chasers, on se recherche parce qu'on se comprend. On s'entend bien parce qu'on a la même nature en fait. Et puis les runners, eh ben, ils doivent, pareil, bien s'entendre entre eux et puis ils peuvent se soutenir parce que c'est pareil face aux chasers, ils sont un peu... Hein, on est lourdingue quand même, faut bien le dire, on est lourdingue. Mais bon, ils sont lourdingues aussi parce que eux, ils n'arrivent pas à communiquer là où nous, on a besoin d'entrer en communication profonde. Et eux, ils sont dans cette difficulté-là. Donc on est lourdingue les uns pour les autres. Alors finalement, heureusement que des fois, on peut rencontrer d'autres chasers, échanger avec eux, et puis que les runners, ils peuvent échanger entre eux, même s'ils ont moins souvent ce besoin d'échanger là-dessus. Finalement, ils sont moins mentaux que nous. Nous, c'est plus nous qui allons aller sur tous ces sites et tous ces réseaux et toutes ces vidéos YouTube pour dire, ah là là, mon Dieu, j'ai besoin de comprendre. Les runners, finalement, il y en a beaucoup moins. Ils sont moins impliqués dans tout ça et ils ont moins le crin-crin qui mouline, quoi. Donc voilà, quelque part, ils sont plus évolués que nous, mais il n'y a pas de plus évolué ou de moins évolué. Il y a deux âmes qui cherchent à s'harmoniser.
Je vous aime et à très bientôt.